Dans le module 2, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut formuler mathématiquement des problèmes de fiabilité. On va voir ça de plusieurs façons. Donc, on va voir ça tout d'abord, comment est-ce qu'on peut formuler ça à partir du cas spécial résistance-sollicitation. Donc, ça, c'est ce qu'on représente ici. On a la densité de probabilité conjointe pour la résistance d'une composante et ici pour la sollicitation. Donc, ce qu'on voit ici en rouge, ça va être la densité de probabilité marginale pour la résistance. En rouge ici sur le plan vertical, la densité de probabilité marginale pour la sollicitation. Notre surface ici, ça va être ma densité de probabilité conjointe pour à la fois la résistance et la sollicitation. On a ici la ligne qui est en magenta, qui va être la démarcation, où j'ai une résistance égale à la sollicitation. Donc, on va venir explorer davantage ce cas-là. Ça va être notre cas résistance-sollicitation. Deuxième cas, ça va être notre cas général, où je vais avoir plutôt une fonction d'état limite. Okay? Dans un cas où je ne pourrais pas explicitement formuler ma densité de probabilité conjointe pour la sollicitation et la résistance, mais plutôt une densité de probabilité conjointe pour des variables aléatoires qui entrent dans la formulation de ma sollicitation ou ma résistance. Okay? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Donc, on va commencer en voyant le cas spécial, résistance-sollicitation. Ensuite, on va venir explorer de façon paramétrique ce qui va venir influencer la probabilité de défaillance dans un cas comme celui-ci. Et ça va nous amener à conclure sur quelle est l'importance du choix de ma densité de probabilité conjointe pour mes variables aléatoires. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir mes densités de probabilité de manière à représenter mes variables aléatoires. Ensuite, on va venir explorer le cas général où on va venir définir une fonction d'état limite. Et donc ça, dans le contexte de la fiabilité, c'est ce qu'on va venir utiliser de façon courante ici, sachant que la formulation résistance-sollicitation peut être vue comme un cas spécial de cette fonction d'état limite. Donc ça nous amène dans le premier module qui est vraiment traité des notions de fiabilité. On est ici dans le module 2 où on va venir définir la formulation pour la fiabilité de composantes. Et ça va se reposer sur ce qu'on a vu précédemment, notamment en ce qui a trait aux lois de probabilité, notamment pour la loi normale centrée réduite, et ensuite les concepts de base associés aux probabilités. Donc, on commence avec notre formulation pour le cas spécial, résistance, sollicitation. Donc, on va regarder par la définition de ce cas-là. On va se définir un exemple qu'on va travailler ensemble et qu'on va voir à partir de 3 méthodes d'intégration. Donc, à partir des densités de probabilité conditionnelles, d'une marge de sécurité et ensuite d'un facteur de sécurité. Une fois qu'on aura vu ça, on va venir explorer de paramétrique qu'est-ce qui arrive lorsqu'on essaie de calculer la probabilité de défaillance pour des événements qui sont rares. Et c'est ce qui va nous amener ensuite dans la prochaine section à venir explorer quel est l'effet du choix de nos densités de probabilité. Donc si on commence, on va venir se définir pour ce cas résistance-sollicitation, 2 variables aléatoires, une pour la résistance, une pour la sollicitation. Donc on va appeler R la résistance, qui peut être synonyme pour la capacité de la structure, ou S qui est notre sollicitation, qui est un synonyme pour la demande auquel est soumise notre structure. Ou plutôt ici, on va restreindre ça à une seule composante, par exemple une membrure dans la structure. Donc ici, pour notre membrure, pour notre composante, on a 2 états possibles. Soit la défaillance, pour l'événement où ma résistance est plus petite ou égale à la sollicitation, ou je pourrais avoir la survie, pour l'événement où la résistance est plus grande que la sollicitation. Donc ici, ma probabilité de défaillance va être égale à la probabilité pour l'événement de défaillance, soit la résistance est plus petite ou égale à ma sollicitation. Ma fiabilité, qui va être le complément de ma probabilité de défaillance, ça va être la probabilité pour que la résistance soit plus grande que la sollicitation, c'est 1 moins PF. OK, donc on va venir se définir un exemple tout de suite qu'on va pouvoir réutiliser dans toute la sous-section. Donc ici, on va se dire que j'ai R et S, 2 variables aléatoires log normal, où pour la résistance, j'ai une moyenne de 20 et un écart type de 5, pour ma sollicitation, moyenne de 10, écart type de 5. Et on fait l'hypothèse que la résistance et la sollicitation, pour ma barre ici, sont indépendantes l'une de l'autre. Donc S, c'est la force appliquée sur ma barre, R, ça va être la résistance de celle-ci.
Donc, on dit que la sollicitation et la résistance sont indépendantes. On modélise les deux de façon log normale. Donc, ici, on vient représenter sur le même graphique en vert la densité de probabilité log normale pour ma sollicitation, en bleu, ma densité de probabilité pour ma résistance. Donc, vous avez sûrement pu voir dans de nombreux ouvrages du génie civil des figures où on vient représenter ma probabilité de défaillance comme étant l'air sous la courbe ici. En fait, il faut garder en tête, cette représentation-là est inexacte, okay, ou même incorrecte. Donc ici, l'air sous la courbe est de 0,26. On va voir que notre probabilité de défaillance ici n'est pas de 26%. Donc si on veut venir évaluer notre probabilité de défaillance, on doit impérativement représenter ce problème-là dans un espace multidimensionnel. Donc, comme on le voit ici, j'ai ma densité de probabilité conjointe, ma résistance et ma sollicitation, qui est ici une log normale multivariée. Ce n'est pas un choix qui est obligatoire, c'est plutôt par rapport à comment j'ai posé le problème ici. Donc, ma densité de probabilité conjointe, mes densités de probabilité marginale. On a la même représentation ici à partir de contours. J'ai ma ligne en magenta qui représente la frontière pour la région où ma résistance est égale à ma sollicitation. Même chose qu'on a ici. Donc, pour cette ligne diagonale, j'ai une même résistance et sollicitation. Ce qui fait que dans ma zone en rose ici, c'est mon domaine de défaillance. Donc, au-dessus de ma diagonale de la défaillance, en dessous, j'aurai ma survie. Donc, je vais venir définir ma probabilité de défaillance comme étant l'intégrale de ma densité de probabilité conjointe pour ma résistance et ma sollicitation sur mon domaine de défaillance. Okay? Donc, mathématiquement, ça va être l'intégrale sur tout le domaine où la résistance est plus petit ou égal à la sollicitation, c'est-à-dire mon domaine en rose ici, de ma densité de probabilité conjointe pour ma résistance et ma sollicitation. Et je fais cette intégrale par rapport à la fois la résistance et la sollicitation. Donc, si je fais cette intégrale de façon numérique, je vais obtenir un résultat d'environ 0,073. Et par rapport à ce qu'on avait précédemment, l'air sur les deux courbes présentées dans un seul repère d'axe, ça donne 0,26. Donc, on voit ici que la représentation de notre probabilité de défaillance comme étant l'air sous la courbe ici, mais c'est complètement inadéquat. Donc, première méthode qu'on va voir pour faire cette intégration-là. Parce que là, ici, je vous ai directement donné le résultat, mais comment est-ce qu'on peut obtenir le résultat d'une telle intégrale? Parce que intégrer en deux dimensions, c'est difficile. Okay? Qu'est-ce qu'on va venir faire dans un premier temps? C'est voir une méthode qui va nous permettre de remplacer cette intégrale en deux dimensions en une intégration en une seule dimension. Donc, pour faire ça, on peut se rappeler du fait que si on veut venir formuler une densité de probabilité conjointe, c'est ce qu'on a vu dans le module 0, on a fait la révision de la théorie de la probabilité, on peut venir décomposer une densité de probabilité conjointe par le produit d'une conditionnelle et une marginale. Donc ici, j'ai la densité de probabilité conditionnelle de la résistance sachant les valeurs de sollicitation fois la densité de probabilité marginale pour ma sollicitation. Donc ici, ce que je peux venir faire, c'est représenter ma probabilité de défaillance comme étant l'intégrale de ma densité de probabilité conditionnelle pour ma résistance pondérée par conditionnelle à une valeur de sollicitation fois la densité de probabilité de cette valeur de sollicitation. Donc c'est quoi? C'est de venir calculer la probabilité de défaillance pour chacune de mes tranches ici et ensuite d'intégrer pour mes tranches, okay, sur ma sollicitation. Et ça ici, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette intégrale qu'on a à l'intérieur, comme j'ai ma f de s qui ne dépend pas de ma résistance, je peux venir pousser cette intégrale à l'intérieur. Donc, je peux faire toute cette intégrale qui est à l'intérieur, qui va être indépendante de ma sollicitation. Et donc ici, ce que je vois, c'est que cette intégrale de 0 à s de ma conditionnelle de r sachant s, mais en fait, ça représente le CDF, la fonction de répartition ou la densité de probabilité cumulative de ma résistance conditionnelle à une valeur de sollicitation. Et c'est ce CDF évalué pour ma borne supérieure qui est ma sollicitation. Okay? Donc, ça veut dire que chacune de ces tranches qui est représentée par les flèches bleues représente en fait le CDF de ma résistance conditionnelle à une certaine valeur de sollicitation évaluée pour le sommet de ma flèche, soit la sollicitation. Donc ici, je peux venir réécrire ça en disant que ça va être une intégrale en une seule dimension maintenant, parce que le CDF ici prend en charge une des intégrales. Donc ça va être
CDF de ma résistance sachant ma sollicitation, pondéré par la valeur de sollicitation. Donc, on a vu également dans le module 0 qu'il y avait toujours deux façons de représenter une densité de probabilité conjointe, comme étant une conditionnelle fois une marginale, mais j'ai deux choix de conditionnels. Donc, dans le cas où on a deux variables, bien sûr. Donc, maintenant, si je présente l'autre cas, c'est-à-dire la densité de probabilité conditionnelle de la sollicitation sachant la résistance R, pondérée ici par la marginale, c'est-à-dire la densité de probabilité de ma résistance. Donc, ma probabilité de défaillance maintenant va être représentée comme, encore une fois, au départ, une intégrale en deux dimensions. Donc, j'intègre par rapport à la résistance, j'intègre par rapport à la sollicitation. Donc, ici, à l'intérieur, j'aurai ma densité de probabilité conditionnelle de ma sollicitation sachant ma résistance. Et ça ici, comme ma densité de probabilité marginale pour la résistance ne dépend pas de la sollicitation, je peux pousser mon intégrale à gauche de ce terme-là. Et ce qui va me donner que mon terme que j'ai à l'intérieur ici, c'est en fait le complément de mon CDF. Okay? Parce que maintenant, je viens regarder les tranches qui sont au-dessus de ma diagonale. Donc ça, c'est ce que j'ai à l'intérieur ici. C'est 1 moins le CDF, qui serait la partie sous la diagonale, et qui vient être pondéré par la densité de probabilité de ma résistance. Donc ça nous permet de transformer une intégrale en deux dimensions en une intégrale à une dimension. Donc on va venir mettre ça un peu plus en pratique pour un cas spécial où on fait l'hypothèse que ma résistance et ma sollicitation sont indépendantes l'une de l'autre. Ce qui fait que mes densités de probabilité ou mes PDF conditionnels de R sachant S sont égales à ma marginale pour la résistance et ma densité de probabilité conditionnelle de S sachant R, c'est également égal à ma marginale pour la sollicitation. Donc, dans ce cas spécial-là, je peux dire que ma probabilité de défaillance va être égale à l'intégrale en une seule dimension sur ma sollicitation de mon CDF pour ma résistance, ma densité de probabilité cumulative, évaluée à une certaine valeur de sollicitation S et pondérée par la densité de probabilité de cette même valeur de sollicitation F. Ici, ce CDF vient représenter la probabilité que ma résistance est plus petite ou égale à une certaine valeur de sollicitation S. Donc, rappelez-vous, lettre majuscule, ça représente une variable aléatoire, lettre minuscule, une certaine réalisation. Si on va venir représenter graphiquement cette équation, c'est ce qu'on a sur le graphe ici en bas. Donc, on a un même axe pour la résistance à la sollicitation. En vert, j'ai ma densité de probabilité pour la sollicitation. En bleu, ma densité de probabilité pour la résistance. Donc ici, la partie qui représente mon CDF pour la résistance évaluée à une valeur de sollicitation, c'est la partie qui est ombragée ici en rose. C'est-à-dire, j'aurai le résultat qui est l'intégrale de mon PDF de la borne inférieure jusqu'à une certaine valeur S. Donc ça représente le résultat de mon CDF, ma densité de probabilité cumulative, évaluée à petit s. Et je dois pondérer ce résultat par la valeur de mon PDF pour ma sollicitation évaluée à cette même valeur S. Et je multiplie ceci par une tranche de largeur ds. Donc mon S fois ds, c'est la tranche ici qui est représentée par ma ligne en turquoise. Donc le produit de ce terme qui est le CDF fois f de s ds, c'est ce qui me donne ça ici. Et en fait, je vais faire l'intégrale de ces deux termes-là pour toutes les valeurs possibles ici de S de sollicitation. De façon équivalente, j'aurais pu représenter ça de la façon inverse en disant qu'au lieu d'intégrer par rapport à la sollicitation, j'intègre par rapport à la résistance et maintenant je vais considérer 1 moins le CDF de la sollicitation. Okay? Donc maintenant j'ai 1 moins le CDF de la sollicitation, donc le complément du CDF, c'est la partie qui est à droite ici de ma valeur de résistance, donc qui est représenté par l'air en bleu ici, et je pondère cet air-là, qui est la probabilité que ma sollicitation soit plus petite ou égale à ma résistance. Donc, moi, ce que je veux, c'est le complément de ça. Je pondère ça par la densité de probabilité, cette fois-ci, prise pour ma résistance et non ma sollicitation. Et j'intègre ce produit de ces deux termes-là pour toutes les valeurs possibles de résistance. Donc ça, c'est comment on peut venir transformer ou venir utiliser une transformation d'une intégrale de 2 à 1 dimension de façon à venir calculer quelle est notre probabilité de défaillance. Donc, on va voir une deuxième méthode qui est beaucoup plus appliquée en pratique, où on va venir de se définir une marge de sécurité. Donc, on va venir définir Z comme étant la distance entre R et S,
la résistance et la sollicitation. Donc, on peut s'imaginer, si la résistance est plus grande que la sollicitation, Z sera plus grand que 0. Si la sollicitation est plus grande que la résistance, Z sera plus petit que 0. Et donc, j'aurai Z égale à 0 pour résistance égale à ma sollicitation. Donc, on peut se dire que l'événement où Z est inférieur ou égal à 0, ça va être mon événement où j'ai la défaillance. Donc, on peut définir PF, ma probabilité de défaillance, comme étant la probabilité de l'événement où Z est plus petit ou égal à 0. C'est égal au CDF, ma densité de probabilité cumulative, pour Z, évaluée à 0. Donc là, ici, j'ai sur une représentation graphique ici, ma densité de probabilité, mon PDF pour Z. J'ai une moyenne mu Z, j'ai moyenne plus ou moins un écart type sigma Z. Et on voit ici l'événement ou la frontière où j'ai mon 0. Donc ça, c'est ce qui délimite mon domaine de défaillance de mon domaine de survie. Donc pour ma marge de sécurité, si j'ai des valeurs négatives, je suis dans le domaine de défaillance, domaine positif dans le domaine de survie. C'est-à-dire que la zone qui est en rose ici représente la zone pour laquelle je vais avoir la défaillance. Donc si je fais l'intégrale sur ces valeurs, je vais avoir ma probabilité de défaillance. Et l'intégrale de la borne inférieure jusqu'à 0, ça représente le CDF pour ma variable Z évaluée à 0. Donc ici, comme Z, ma marge de sécurité, est une fonction linéaire de R et S, ce qu'on a vu dans le module 0 où on a révisé les théories de la probabilité, c'est que des fonctions linéaires de variables aléatoires normales, on peut directement calculer les moyennes et écarts types. Donc ici, la moyenne de Z, ça va être la différence entre les moyennes, mu R moins mu S. L'écart type, ça va être sigma R plus sigma... La variance de R plus la variance de S, moins 2 fois mon coefficient de corrélation entre R et S, fois sigma R, sigma S. Okay? Et ici, on va venir définir une quantité qu'on va utiliser tout au long du cours, c'est notre indice de fiabilité. Donc, dès que vous voyez bêta dans le contexte du cours, ça représente toujours cet indice de fiabilité qui est le ratio entre mu Z et sigma Z. Donc, mu Z qui est la moyenne de cette marge de sécurité et sigma Z qui est l'écart type. Donc ici, mu Z, on le définit, c'est mu R moins mu S, c'est ce qui vient au dénominateur. Au numérateur, au dénominateur, j'ai la racine de sigma Z, donc l'écart type pour Z, la racine de sigma R carré plus sigma S carré, moins 2 rho RS, sigma R, sigma S. Ça, c'est la définition théorique de mon indice de fiabilité. Donc, on va faire une étape supplémentaire. On va venir transformer cette marge de sécurité dans l'espace normal centré réduit qu'on a vu dans le module 1. Je vous rappelle, l'espace normal centré réduit, c'est un espace qui a une densité de probabilité normale, mais avec une moyenne 0, écart type de 1. Donc, on a dit que notre probabilité de défaillance, c'est la probabilité que Z soit plus petit ou égal à 0. Donc, c'est égal au CDF de Z évalué à une valeur de 0. Et ça, on peut dire que c'est équivalent à la probabilité que U, une variable aléatoire normale centrée réduite, soit plus petite ou égale à moins mu Z sur sigma Z. Okay? Comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est parce qu'on a ici U, qui est une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire moyenne de 0 écart type de 1, qui est décrite par son PDF normal, encore une fois, moyenne de 0 écart type de 1, et ma transformation de l'espace Z à U, c'est donné par U est égal à Z moins mu Z sur sigma Z. Okay? Ça, c'est la formule typique pour passer de l'espace normal centré réduit à l'espace original. Et ici, on sait que notre défaillance, dans le cas de la marge de sécurité, est pour la frontière où Z est égal à 0. Donc, si je remplace Z égal à 0 ici, j'ai U égal à moins mu Z sur sigma Z, d'où la formule qu'on a ici. OK, et donc, si je fais ma représentation graphique de ce domaine normal centré réduit, c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai ma moyenne de 0, j'ai mon écart type de 1, et ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, mon domaine de défaillance est défini à une distance moins bêta de ma moyenne de 0. Okay? Donc, la partie qui est en rose ici, c'est mon domaine de défaillance, qui est maintenant à une distance bêta de ma moyenne de 0. Donc, bêta, c'est encore une fois mon indice de fiabilité, qui est le ratio entre mu Z et sigma Z. Et dans un cas comme celui-ci, on va pouvoir calculer notre probabilité de défaillance de façon exacte si ma densité de probabilité conjointe pour ma résistance et ma sollicitation est normale multivariée. Donc, dans le cas ici, si je veux calculer ma probabilité de défaillance PF,
ça va être simplement le CDF normal centré réduit. Donc ça va être phi majuscule de moins bêta, ce qui représente l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une valeur de moins bêta dans mon espace normal centré réduit. Donc si on regarde de façon visuelle la relation entre bêta, mon indice de fiabilité, et ma probabilité de défaillance, qui peut être obtenue en disant, comme je l'avais dit précédemment, phi majuscule, donc mon CDF, pour évaluer à moins bêta. Donc mon CDF normal centré réduit, moyenne 0 écart type 1, évalué à moins bêta. Donc on voit ici que pour un indice de fiabilité de 1, j'ai une probabilité de défaillance ici qui se situe autour de 10%, 2, je vais avoir autour de 1%, 3, autour de 1 pour 1000, 4, 1 pour 10 000. Okay? Et 4.5, quelque chose comme 4.5, 4.8 autour de 10.6. Donc, on voit cette relation ici entre bêta et PF. Et on voit que pour les structures, habituellement, on cherche des valeurs cibles de bêta qui correspondent environ à 10-4, donc 3.5, 10-4 pour la probabilité de défaillance. Donc, revisitons maintenant notre exemple où on a notre composante, notre barre soumise à un effort de traction. Donc, j'ai pour R et S, deux variables aléatoires log normal. R a une moyenne mu-R de 20, sigma-R de 5. S a une moyenne mu-S de 10, sigma-S de 5. Et je fais l'hypothèse que R et S sont indépendantes l'une de l'autre, ce qui fait que je peux calculer mu-Z et mu-S comme étant 10 et 7. Donc ça ici, c'est une approximation, parce que les vraies distributions sont log normal. Donc ici, j'aurai une approximation là-dedans. Mais si on accepte la simplification que R moins S, donc ma marge de sécurité est à peu près distribuée comme une loi normale, on sait que ce n'est pas exact, parce que la différence de variable log normale ne va pas rester normale. Là, ici, on fait une approximation. Okay? On se dit qu'on va faire cette simplification-là et on va venir évaluer l'effet de cette simplification-là. Donc, si on fait ça, on peut venir représenter graphiquement ici. Je vais avoir mu-z qui va être 10, je vais avoir mu-z moins sigma-z, mu-z plus sigma-z, qui est plus ou moins 7 ici. Et ma probabilité de défaillance, c'est la contenue de probabilité, donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une valeur de 0, qui représente ma frontière entre la domaine de défaillance et domaine de survie. Donc, pour ce cas-là, bêta, ça va être encore une fois le ratio entre la moyenne de ma marge de sécurité et son écart type. Donc, 10 sur 7, ça me donne 1.41. Donc, ici, si je viens représenter ça dans un espace normal centré réduit, donc ça, c'est mon PDF normal centré réduit, moyenne de 0, écart type de 1. Donc, si je fais moins bêta, c'est-à-dire je viens prendre une distance de moins 1,41 de mon origine, donc rappelez-vous, un écart type, c'est une unité ici. Mais ça va représenter mon domaine de défaillance. Donc, je peux calculer ma probabilité de défaillance. Donc, on a vu de façon exacte, on l'avait calculé dans le numéro précédent, ou du moins dans les diapositives précédentes, 0,073. Donc, ici, si je fais l'approximation de variables normales, alors que je sais qu'elles sont réellement log normales, mon CDF pour une distance moins bêta, c'est-à-dire l'intégrale de cette loi normale de moins l'infini jusqu'à moins bêta, ça me donne 0,079. Donc ici, on n'est pas exact, mais on n'est pas complètement dans le champ non plus. Okay? On est assez similaire à la valeur exacte, mais on doit apprécier quand même le fait qu'on fait une approximation. Et ici, l'approximation vient du fait qu'on a des variables qu'on a définies comme log normal pour la résistance et la sollicitation, alors que notre marge de sécurité, ici, vient faire la différence de ces deux variables. Ce qui fait qu'on vient supposer implicitement que Z est normal, alors que dû au fait que R et S sont log normal, la différence de deux variables log normales ne va pas conduire à une variable normale. Et c'est ce qui explique ici l'écart entre la probabilité de défaillance exacte et celle qu'on calcule à partir de notre marge de sécurité dans l'espace normal centré réduit. Donc, on va voir un troisième cas qui est maintenant un facteur de sécurité. Donc, ce qu'on va faire ici, au lieu de représenter Z comme étant la distance entre R et S, on va venir simplement prendre une formulation alternative où Z est maintenant le ratio entre la résistance et la sollicitation. Donc, on va appeler notre facteur de sécurité le ratio entre R et S. Donc, de façon équivalente, je peux dire qu'au lieu de prendre directement le ratio entre R et S, je vais prendre le log de ce ratio-là, de telle sorte que
le log de ces quantités-là peut être représenté comme la différence du log de R moins le log de S. Et ici, il faut garder en tête que comme le logarithme est une fonction 1 à 1 et une fonction monotonique, l'événement pour lequel la résistance est plus petit ou égal à la sollicitation va être égal à l'événement pour lequel le log de la résistance est plus petit ou égal au log de la sollicitation. Et donc, dans mon cas ici, comme on avait défini plus tôt que le log de R et le log de S suivent des distributions qui sont log normales, je peux définir que la moyenne de Z va être égale à la différence des moyennes. Donc, la moyenne du log de R moins la moyenne du log de S, ce qui me donne ici 0,77. C'est les propriétés ici qu'on a vues pour les lois log normales qu'on a couvertes dans le module 1. Donc, ma variance pour mon facteur de sécurité, ça va être la variance dans l'espace log pour ma résistance, plus la variance dans l'espace log pour ma sollicitation, moins 2 fois le coefficient de corrélation dans l'espace log normal, qui est ici 0 par définition de mon problème. Donc, j'avais dit ici que R et S sont indépendants, donc ça, ce terme-là va être 0, fois l'écart type dans l'espace log pour ma résistance, fois l'écart type dans l'espace log pour ma sollicitation. Donc ici, si on fait le calcul par rapport aux valeurs précédentes qu'on avait, ça me donnait 0,53 au carré. Donc, encore une fois, ma valeur exacte pour ma probabilité de défaillance pour ce problème-là, on l'avait calculé ensemble, 0,073. Donc maintenant, si je veux calculer ça ici avec ce facteur de sécurité, ça va être mon CDF normal centré réduit. J'aurais pu le marquer comme un phi majuscule, qui est équivalent, c'est mon CDF normal centré réduit, moyenne de 0 écart type de 1, pour moins bêta, c'est-à-dire moins le ratio entre mu z et sigma z. Donc, ce qui me donne ici bel et bien 0,073. Donc, on voit que ces deux variables-là sont coïncidentes. Pourquoi? Parce que ici, mes hypothèses de base que R et S sont log normal est intrinsèquement compatible avec cette formulation de facteur de sécurité. Parce que ce qu'on a vu dans le module 1 et dans le module 0, c'est que pour des variables qui sont normales, je peux faire leur sommation et le résultat va rester normal. Donc, sommation et différence. Et donc, c'est ce qu'on avait avec le facteur de sécurité. Maintenant que j'ai des variables qui sont log normales, je ne peux pas faire la sommation ou la différence. C'est pour ça qu'on avait un écart dans l'exemple précédent. Alors qu'ici, par contre, je peux faire le produit ou le ratio de variables log normales et le résultat va rester log normal. Et c'est pour ça ici que si on formule notre facteur de sécurité comme étant le ratio de variables aléatoires log normales, ma probabilité de défaillance sera évaluée de façon exacte. Donc, regardons maintenant notre étude exploratoire en allant un petit peu plus loin, de façon à venir répondre à la question, quelle est l'influence du choix de ma densité de probabilité conjointe pour ma résistance et ma sollicitation? Quelle est l'influence de ce choix-là sur ma probabilité de défaillance PF? Donc, on va venir se définir, OK, je vais garder fixe la moyenne de ma sollicitation, je vais la fixer à 10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir mes coefficients de variation pour ma résistance ou ma sollicitation comme étant égaux à 0,3. OK? Donc, dans les deux cas, j'aurai les mêmes coefficients de variation. Donc, un coefficient de variation, rappelez-vous, c'est si j'ai un coefficient de variation de 0,3, ça veut dire que mon écart type va être 0,3 fois ma moyenne. Et ici, on fait l'hypothèse encore une fois que ma résistance est indépendante de ma sollicitation. Donc, ce qu'on va venir représenter pour ces graphiques-là, c'est qu'on va venir faire varier la moyenne pour ma résistance, parce que la moyenne pour la sollicitation est fixe, de façon à obtenir différents ratios de moyenne pour la résistance et de moyenne pour la sollicitation. Et sur l'axe vertical ici, ce qu'on a, c'est notre indice de fiabilité bêta. Et on a cet exercice-là qui est fait pour deux choix de distribution. Soit R et S sont en pointillé ici, log normal, ou ma ligne solide en bleu, qui vont être normales. Et ce qu'on voit, c'est que pour des valeurs où mu R et mu S sont pratiquement coïncidentes, les deux choix, soit que choix normal ou log normal, vont conduire à peu près aux mêmes valeurs d'indice bêta, aux mêmes indices de fiabilité. J'ai sur le graphe à droite exactement la même chose, mais qui est représenté ici en termes de probabilité de défaillance. Mais pour des ratios qui sont près de 1 ou les mêmes ratios de moyenne de résistance et de sollicitation, j'aurai à peu près les mêmes probabilités de défaillance, soit si je fais l'hypothèse que mes variables soient normales ou log normales. Mais au fur et à mesure que ce ratio augmente, c'est-à-dire que mes deux densités de probabilité vont s'écarter l'une de l'autre, eh bien, l'écart va se creuser entre ma
mon indice de fiabilité ou ma probabilité de défaillance pour mes deux hypothèses. Donc ici, si on a une distance de 4 entre mes moyennes, on peut voir qu'on passe d'un indice de fiabilité d'un peu moins de 2,5 à presque 3,5. Alors que ma probabilité de défaillance va passer d'environ 0,01 à moins de 10 fois plus petite ici pour un cas log normal. Donc, on va venir regarder qu'est-ce qui explique ceci. Donc, on va venir représenter ça dans un domaine multidimensionnel. Donc, avant ça, on a sur une même représentation ma résistance et ma sollicitation. On voit leurs deux densités de probabilité marginales qui sont coïncidentes. OK, R et S. Parce qu'ici, on a mu R et mu S qui sont tous deux égales à 1. OK, ou plutôt le ratio qui est égal à 1. Donc, les deux qui ont la même moyenne. Si on vient représenter ici, c'est sur une densité de probabilité bivariée. On a cette même représentation ici à partir d'un contour. On a la densité de probabilité marginale pour la sollicitation. On a la densité de probabilité marginale ici pour la résistance. Ces deux mêmes-là, ce sont les deux qui sont coïncidentes ici. Ce qu'on a sur la diagonale, c'est la même diagonale qu'on a ici, c'est-à-dire la séparation, la frontière pour laquelle la résistance est égale à la sollicitation. Donc, la densité de probabilité conjointe ici, c'est la même chose que les contours que j'ai là. Donc, on voit que j'ai 50% de mon contenu de probabilité qui se trouve dans mon domaine de défaillance. Donc, on voit que ça correspond bien à une probabilité de défaillance qui est de 50%. Okay? Une chance sur deux que ma résistance soit plus faible que ma sollicitation. Donc maintenant, si je viens changer ce ratio-là, donc j'ai une moyenne pour la résistance qui est 2 fois la moyenne pour la sollicitation. Donc on voit ici que ma moyenne pour la résistance est venue se décaler vers la droite, ma moyenne pour la sollicitation est restée constante. Donc on voit que j'ai maintenant que la queue de la distribution qui est dans mon domaine de défaillance. J'ai beaucoup plus de contenu de probabilité dans la résistance. Donc on voit qu'on est passé maintenant à une probabilité de défaillance qui est autour de 5%. Donc si je fais l'intégrale dans ce domaine-là ici, ça me donne 5%. Si je prends un ratio de 3, on voit qu'il y a maintenant qu'une infime partie de la queue de la distribution qui est dans mon domaine de défaillance. Bien, effectivement, maintenant, j'ai 0,005, donc 5 pour 1000, comme étant ma probabilité de défaillance. Et ce qu'il faut voir, c'est pour des faibles valeurs de probabilité de défaillance, le contenu de probabilité va se situer dans la queue de la distribution, étant très très loin de mes valeurs moyennes que je peux avoir ici. Donc, à la fin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les mesures telles que la moyenne et l'écart type vont mal décrire les régions pour lesquelles je vais avoir la probabilité de défaillance. Okay? Donc, même si la loi normale et log normale peuvent être similaires autour de leur moyenne, ou moyenne plus ou moins un écart type, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans le queue des distributions, et c'est ces endroits-là qui vont nous intéresser pour la probabilité de défaillance, pour la fiabilité des structures. Donc, comme on avait vu dans le module 1, donc on avait présenté cette figure-là où j'ai pour 4 distributions, gamma, Gumbel, log normal et normal, 4 distributions qui utilisent les mêmes paramètres. Et on voit qu'elles peuvent paraître relativement similaires les unes aux autres. Par contre, si on regarde au niveau des queues de distribution, ça vient expliquer pourquoi est-ce que, malgré l'aspect similaire de ces distributions-là, ça va avoir un effet important sur notre probabilité de défaillance. Parce que si on regarde dans les queues de distribution, donc la moyenne c'est 3, je suis à 1 écart type, 2 écarts types, 3 écarts types, 4, 5. Donc entre 6 et 8, c'est entre 4 et 5 écarts types de ma moyenne. Si on vient zoomer sur ces queues de distribution, on peut voir que l'écart se creuse énormément, notamment entre la log normale en jaune et la normale en mauve. Si on vient encore plus loin, donc de 10 à 15, on voit qu'il y a un écart énorme avec le contenu de probabilité qui est virtuellement nul pour la normale, mais qui ne l'est pas du tout pour la loi log normale. Donc, qu'est-ce qui fait que le choix des distributions est important pour notre probabilité de défaillance? C'est que ce qui va venir influencer notre probabilité de défaillance, c'est le contenu de probabilité dans notre queue de distribution. Et le choix de la distribution peut avoir une importance énorme sur notre probabilité de distribution. Donc, notamment, les lois normales sont notables pour avoir un très faible contenu de probabilité dans les queues de distribution, ce qui est moins vrai pour les autres densités de probabilité. Donc, rappelez-vous, allez voir le module 1 si vous voulez voir comment choisir vos densités de probabilité pour les variables aléatoires, notamment, allez voir le Joint Committee for Structural Safety qui détaille un guide probabiliste, un guide pour les codes probabilistes.
Donc voilà qu'on a vu ça maintenant. Ce qu'on va faire, la dernière chose qu'il nous reste à voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser ceci à partir du concept de fonction d'état limite. Et tout au long du cours, c'est ce qu'on va utiliser. Okay? De façon générale, on va toujours formuler un problème de fiabilité à partir d'une FEL, fonction d'état limite. Donc, qu'est-ce que c'est une fonction d'état limite? On va se bâtir un exemple et on va venir étendre ça, non seulement pour la fiabilité des composantes, mais venir voir une première introduction à la fiabilité des systèmes. Donc, pour définir une fonction d'état limite, on va définir un ensemble de n variables aléatoires x, qui on va dire des variables aléatoires de base, c'est-à-dire qui sont directement observables. Donc ça c'est par opposition à ma résistance, ma sollicitation ou une autre fonction quelconque, qui sont des fonctions qu'on va dire non directement observables. En pratique, R de x, par exemple la résistance, vous ne connaîtrez pas quelle est la distribution de la résistance. Okay? Votre résistance va être, par exemple, définie par soit une équation analytique ou par un modèle d'éléments finis. Okay? Et à la fin, ce modèle d'éléments finis-là, vous ne connaissez pas la densité de probabilité. Ce que vous savez, c'est que ce modèle-là est déterministe et fonction d'intrants, de paramètres ou de variables d'entrée. Par exemple, les propriétés de matériaux, les dimensions géométriques, les limites élastiques, etc. Okay? Donc ici, on a la résistance qui est fonction de variables aléatoires, qui représente ces différents paramètres d'entrée. Même chose pour la sollicitation. Vous ne connaîtrez pas nécessairement la densité de probabilité pour la sollicitation, mais vous pouvez connaître la sollicitation qui va être une fonction déterministe de plusieurs variables d'entrée qui, elles, sont des variables aléatoires. Donc, ce qu'on va faire dans un cas de fonction d'état limite, c'est qu'on va définir g de x. Et à partir de maintenant, dans le contexte de la fiabilité, si vous voyez g de x, on va toujours faire référence à une fonction d'état limite. Donc, un exemple de fonction d'état limite, ça pourrait être g de x est égal à r de x moins s de x. Mais où maintenant, r n'est pas explicitement une variable aléatoire et s n'est pas explicitement une variable aléatoire. En fait, r, c'est une fonction déterministe, s, c'est une fonction déterministe de mon ensemble x de variables aléatoires. Donc, x, ce sont mes variables aléatoires d'entrée qui entrent soit dans mon modèle de résistance ou de sollicitation, et je définis ma fonction d'état limite comme la différence entre r et s. Et ici, ma fonction d'état limite doit absolument être définie de telle sorte que si j'ai g de x plus petit que 0, je suis dans mon domaine de défaillance. Si j'ai g de x plus grand que 0, je suis dans mon domaine de survie. Donc, à la limite entre les deux, pour g de x est égal à 0, je vais avoir ce qu'on appelle ma surface d'état limite. Donc, ma fonction d'état limite ici, c'est valeur négative défaillance, valeur positive survie. Ma surface d'état limite, c'est la frontière, okay, pour lesquelles ça va être ma frontière qui vient séparer mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. On va définir oméga comme étant un ensemble, l'ensemble des valeurs de x, donc des valeurs pour toutes mes variables aléatoires, telles que g de x est plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire toutes les valeurs de x qui vont se trouver dans mon domaine de défaillance. Et donc, à partir du concept de fonction d'état limite, je peux venir définir PF, ma probabilité de défaillance, comme étant la probabilité que ma fonction d'état limite est plus petite ou égale à 0. Et ça, c'est équivalent à faire l'intégrale en plusieurs dimensions sur mon domaine oméga, mon domaine de défaillance, pour ma densité de probabilité conjointe pour toutes mes variables aléatoires qui sont définies par mon PDF conjoint pour x. Donc, on va venir illustrer ça. Donc maintenant, on a encore cette même composante pour la barre, mais là, je suis venu changer le problème en disant que, OK, j'ai une variable aléatoire S qui reprend de la sollicitation, mais ma résistance, je n'ai pas directement ma densité de probabilité pour ma résistance. Plutôt, je sais qu'en fait, la résistance, c'est une fonction déterministe de la dimension de la barre. Et mon incertitude ici vient de cette dimension qui est incertaine. Donc, D, qui est la dimension nominale de la barre, est paramétrée par une moyenne de 10 et un écart type de 2. Donc, pour ma sollicitation, j'ai une moyenne de 15, un écart type de 5, et de façon déterministe, je connais ma limite élastique qui est de 300 mégapascales, et on fait l'hypothèse que la sollicitation de la barre est indépendante de la dimension. Donc ici, je peux venir définir x, mon ensemble de variables aléatoires, qui sont d et s. Donc, ma résistance ici, c'est une fonction déterministe de d, qui est une variable aléatoire, où je peux dire que la résistance, c'est l'air fois ma limite élastique. Donc, sigma, c'est F sur A.
ou plutôt la sigma égale à F sur A, donc ma force admissible, c'est ma contrainte, F de Y, fois mon aire de section D carré. Donc, R, c'est une fonction déterministe, D carré FY, dans laquelle j'ai remplacé D, ma variable aléatoire. Donc, je peux venir définir ici ma fonction d'état limite comme étant la résistance qui est fonction de ma dimension moins ma sollicitation. Donc ici, c'est un problème qui est très, très simple, mais j'ai explicitement voulu garder ce problème simple-là de façon à ce qu'on puisse visualiser. Donc on voit dans un premier temps conceptuellement le problème dans un cas en 2 dimensions, parce qu'on peut visuellement se représenter qu'est-ce qui arrive, mais le but, c'est de généraliser ça à des problèmes qui impliquent 10, 20, 100, 1000 variables aléatoires. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça, mais avant de faire ça, on veut voir ça sur un problème simple pour lequel on peut visualiser, se conceptualiser qu'est-ce qui arrive ici. OK, et donc là, ce qu'on va venir représenter, c'est ma fonction d'état limite g de x, c'est la surface qu'on voit ici, qui est définie pour d et s, la dimension transversale de ma barre, et s, la sollicitation qui est appliquée sur celle-ci. Donc, en magenta, ce qu'on voit ici, c'est ma surface d'état limite, c'est-à-dire la valeur, le plan, ou plutôt l'intersection pour lequel g de x est égal à 0. Donc, à gauche de ceci, c'est des valeurs négatives, ça va être mon domaine de défaillance. À droite, des valeurs positives pour ma fonction d'état limite, mon domaine de survie. Donc, ici, on a fait l'hypothèse que D et S étaient indépendantes l'une de l'autre. Donc là, ici, on peut justifier ou pas le fait que ce soit indépendant. Donc, gardez en tête, si je fais une parenthèse, là, gardez en tête que si jamais, par exemple, la sollicitation était fonction de du poids propre de la barre, le poids propre dépend des dimensions, donc D et S auraient été intrinsèquement différents l'un de l'autre. Donc ici, ma sollicitation aurait été intrinsèquement aussi fonction de ma dimension. Donc on peut voir ici comment la même variable peut à la fois avoir un effet sur ma résistance et ma sollicitation. Mais pour l'instant, dans un premier temps, gardons ça simple, ayons juste ce premier cas à 2 variables aléatoires. Donc maintenant, si je veux calculer ma probabilité de défaillance, je vais devoir faire l'intégrale sur oméga, mon domaine de défaillance, de ma densité de probabilité conjointe pour x, c'est-à-dire d et s. Donc je vais faire l'intégrale par rapport à ma sollicitation, l'intégrale par rapport à ma dimension. Donc si je fais cette intégrale numérique-là, je vais obtenir environ 0,08. Et ça ici, je peux le représenter sur mon domaine ici bivarié, où j'ai ma densité de probabilité en rouge marginale pour ma dimension, ma densité de probabilité marginale pour ma sollicitation, j'ai ma densité de probabilité conjointe qui est représentée ici par la surface ou par le contour. Ce qui est en magenta, c'est ma surface d'état limite, c'est-à-dire d carré f de y. Donc, c'est ma frontière entre ce qui va être ici à gauche, mon domaine de défaillance, et ici, mon domaine de survie, qui est représenté ici. Donc, en rouge, c'est mon domaine de défaillance. En blanc, ça va être mon domaine de survie. J'ai ma surface d'état limite ici. Donc, oméga, ce sont mon ensemble de valeurs de x, donc x qui sont d et s. Mon ensemble de valeurs tel que ma fonction d'état limite est plus petite ou égale à 0. Donc ici, visuellement, on ne peut pas représenter ma fonction d'état limite. Parce que ma fonction d'état limite à gauche de ce plan en magenta va venir rentrer dans l'écran, à droite dans ma section blanche va venir sortir de l'écran. C'est-à-dire valeur négative ici, valeur positive ici. Ce serait une surface qui est à l'extérieur. Donc si on vient résumer les concepts qu'on a définis ici, x, dans le contexte de la fiabilité, on va venir reprendre ça comme notre ensemble de variables aléatoires qui viennent influencer soit notre sollicitation ou notre résistance. Donc, f de x, ça va être notre densité de probabilité conjointe pour ce vecteur de variables ou cet ensemble de variables aléatoires. G de x, notre fonction d'état limite. Par définition, g de x plus petit que 0, domaine de défaillance. G de x plus grand que 0, ça va être la survie. G de x égale à 0, ça va être ma fonction d'état limite. Donc, qui est ma frontière entre mon domaine de défaillance et de survie. Oméga, ça va être mon ensemble de valeurs pour x, tel que je suis dans mon domaine de défaillance. OK, donc regardons quelques exemples un peu plus avancés de fonctions d'état limite. Donc si par exemple je veux représenter le flambement élastique, donc ça ici c'est ce qui représente la capacité en flambement d'une membrure élancée. Donc pi carré fois le module élastique E fois l'inertie de ma section transversale divisé par K, mon facteur de lancement, fois ma longueur de barre, tout ça mis à la puissance 2. Donc ça ici, c'est la capacité de ma barre, moins P, la charge appliquée sur ma membrure. Donc on voit ici que mon ensemble de variables aléatoires X serait EI, K, L et P.
Donc, si je veux, suite à un complémentaire, modéliser si je vais avoir défaillance ou survie de mon bâtiment, on vient souvent au niveau des codes représenter ça par rapport à un déplacement interétage critique. Donc, si le déplacement relatif entre deux étages suite à un tremblement de terre dépasse une certaine tolérance delta I, donc je vais avoir défaillance. Donc, si delta I, le déplacement relatif entre deux étages, est plus petit que le déplacement admissible, j'aurai survie, sinon j'aurai défaillance. Donc ça, c'est pour un étage, j'ai G de 1, okay? Le déplacement entre deux étages. Par contre, au niveau du bâtiment, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si j'ai défaillance à n'importe quel des étages, j'aurai défaillance de mon bâtiment. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un système en série. Pourquoi? Parce que si j'ai n'importe quel de mes étages qui fait défaut, mon bâtiment va faire défaut. Donc, au niveau des fonctions d'état limite, c'est équivalent de dire, je vais prendre le minimum de n'importe quelle de mes fonctions d'état limite. C'est-à-dire, si j'en ai n'importe quelle de mes fonctions d'état limite qui a une valeur plus petite que 0, je vais prendre la valeur plus petite que 0, donc j'aurai défaillance. Si on regarde dans le contexte de la mécanique des solides, on prend un critère de rupture, par exemple, la plasticité et von Mises, donc qui peut être représenté ici en fonction des contraintes principales sigma 1 et sigma 2, et d'une limite élastique admissible, sigma y. Donc, je peux dire que j'aurai G de x. Si j'ai G de x plus petit que 0, je vais avoir plastification. Si j'ai G de x plus grand que 0, je n'aurai pas de plastification. Je vais demeurer linéaire. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, regardons certaines classes de problèmes. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des problèmes qui sont des problèmes pour des composantes. Okay? Quand on parle d'une composante, on parle d'une composante indivisible où on est venu formuler une fonction d'état limite G de x qui va être continue et dérivable, okay? Pour lesquelles j'ai des valeurs négatives dans le domaine de défaillance, positives dans le domaine de survie. Maintenant, si je veux étendre ça à un problème de fiabilité système, je peux dire si j'ai un système qui est en série, c'est-à-dire je vais avoir défaillance de mon système si n'importe quelle de mes composantes fait défaut. Imaginons par exemple une chaîne. Si n'importe quel des maillons de ma chaîne fait défaut, bien, je vais avoir défaillance de ma chaîne. Donc, dans un cas comme celui-ci, on va venir représenter notre fonction d'état limite système comme étant le minimum de nos fonctions d'état limite qui sont mis en série. C'est-à-dire que je vais avoir défaillance si j'ai une composante qui fait défaut, l'ensemble de deux ou même l'ensemble de trois composantes. L'analogue à ça, ou le contraire de ça, c'est si j'ai un système qui est en parallèle. C'est-à-dire je vais faire défaut si j'ai toutes mes composantes qui font défaut. Donc, il faut qu'il y ait défaillance de toutes mes composantes pour que mon système fasse défaut. Donc, maintenant, si on veut représenter ça en termes de ma fonction d'état limite système, ça va être le maximum de chacune de mes fonctions d'état limite pour mes composantes qui sont en parallèle. C'est-à-dire que j'aurai ma défaillance simplement si toutes mes composantes font défaut, telles que représentées ici. Donc, à la fin, fiabilité système dans un cas général, ça va souvent être une combinaison de composantes qui sont en parallèle et en série. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir regrouper ensemble les composantes qui sont en parallèle et on va prendre le maximum de ces fonctions d'état limite. Et ensuite, pour tous ces sous-ensembles qui sont en parallèle et qui sont, eux, en série, on va venir prendre le minimum de ces sous-ensembles pour lesquels on a pris le maximum. Et ça, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir générer de façon générique une fonction d'état limite qui peut être adaptable à n'importe quel problème, qui est une combinaison de composantes qui sont à la fois en série et en parallèle. Donc, on va revenir là-dessus plus tard quand on va venir regarder la formulation de problèmes pour des problèmes de fiabilité système plutôt que fiabilité composante. Donc, ça va venir vers la fin du cours. Donc, lorsqu'on vient assembler plusieurs composantes ensemble, ce qu'on va faire, c'est que chaque classe de problème, soit en parallèle, soit en série, va être décomposée en une multitude de problèmes de fiabilité à composantes uniques. Donc, on va revenir là-dessus plus tard dans le cours, je crois que c'est dans le module 9, où on va venir définir plus en détail des ensembles de coupures et des ensembles liens qui vont nous permettre de définir ces fonctions d'état limite. Donc, plus près de ce qu'on va faire dans les prochains cours, c'est on va venir intégrer en plusieurs dimensions. Donc là, ici, ce qu'on avait, c'est qu'on avait simplement deux variables aléatoires. Mais dans un problème pratique, on va avoir beaucoup plus que deux variables aléatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir un intégral en beaucoup plus que deux dimensions. Donc, on ne pourra plus intégrer numériquement ou analytiquement. Ou on va pouvoir l'intégrer numériquement, mais on ne pourra plus intégrer analytiquement en plus de deux dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un ensemble de variables aléatoires qui est plus grand que 2? Il est à la fois plus possible de tracer notre densité de probabilité conjointe pour ce PDF et il sera plus possible d'intégrer analytiquement.
Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains cours. On va voir comment est-ce qu'on peut intégrer de façon analytique avec des méthodes First Order, Second Moment, First Order Reliability Method ou Second Order Reliability Method, qui sont des méthodes approximatives analytiques pour faire ces intégrales, ou on va voir des méthodes d'intégration numérique, c'est-à-dire des méthodes qui sont basées sur la théorie de Monte-Carlo. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, mais avant de voir ces méthodes d'intégration analytique, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter ou qu'on peut formuler mathématiquement notre densité de probabilité conjointe f de x pour un ensemble de variables aléatoires. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 3 ensuite. Donc si on fait un résumé de ce qu'on a vu ensemble, tout d'abord, on a vu que si on voulait formuler ou si on voulait représenter notre densité de probabilité, notre probabilité de défaillance plutôt, on ne pouvait pas représenter ça dans un domaine univarié. Okay? On devait vraiment venir représenter ça dans un domaine bivarié où on vient explicitement représenter notre PDF conjoint pour notre sollicitation et notre résistance. Donc, si vous voyez dans certains manuels la probabilité de défaillance comme étant représentée comme l'air sur la courbe ici, mais c'est une représentation incorrecte du concept. Ensuite, on est venu formuler ça comme un cas spécial où on a de façon explicite, où on avait de façon explicite des variables aléatoires qui viennent représenter à la fois notre sollicitation et notre résistance, où on vient définir l'événement de défaillance comme étant les valeurs de R, ou la variable aléatoire R qui est plus petit ou égal à S. Donc, c'est-à-dire ma résistance qui est inférieure à ma sollicitation. De telle sorte que je peux définir PF comme étant la résistance plus petit ou égal à ma sollicitation. Donc ici, ma marge de sécurité, on est venu définir ça comme Z, comme étant la distance entre ma résistance et ma sollicitation. De telle sorte que si Z est plus petit que 0, j'ai défaillance, Z plus grand que 0, j'aurai survie. Donc ça, c'est une marge de sécurité. De façon équivalente, j'aurais pu dire, bien, je peux avoir un Z qui est aussi négatif en défaillance, positif en survie. Non, Z, qui ici, c'est pas 0 et 1, ça va être Z qui me définit un facteur de sécurité où j'ai le ratio entre R et S. Donc ici, je vais avoir, ma frontière va être plutôt à 1, c'est-à-dire que j'aurai si j'ai ma résistance et ma sollicitation sont égales, ce ratio va être égal à 1. Donc un ratio plus petit que 1, j'aurai défaillance. Ratio plus grand que 1, j'aurai survie. Donc marge de sécurité, ça va me donner un calcul exact si R et S sont normales, Z si R et S sont log normal. Et ce concept de marge de sécurité nous a permis de définir le concept d'indice de fiabilité bêta. Et c'est ce qu'on va utiliser souvent comme mesure de fiabilité pour nos structures. Et ceci, c'est défini comme étant la moyenne de cette marge de sécurité sur l'écarté de la marge de sécurité qu'on a pu calculer ici à partir de notre formulation ici. PF, ma probabilité de défaillance, ça va être la probabilité que ma marge de sécurité soit plus petite ou égale à 0. Et on a vu ça, que si on vient transformer cette marge de sécurité dans l'espace normal centré réduit, moyenne de 0 écarté de 1, je peux venir calculer cette probabilité de défaillance, donc passer de mon indice de fiabilité bêta à une probabilité de défaillance, en utilisant le CDF de ma loi normale centrée réduite, donc mon phi majuscule, évaluer une valeur de moins bêta. Parce que 0, ça va être ma moyenne dans l'espace normal centré réduit, et moins bêta, ça va représenter justement ma distance entre la moyenne et la région pour laquelle j'aurai ma défaillance. On a vu ensuite que dans le contexte de la fiabilité, on s'intéresse à des faibles probabilités de défaillance qui vont arriver dans la queue de la distribution pour lesquelles il peut y avoir d'importants écarts dans le contenu de probabilité. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien sélectionner nos densités de probabilité, parce qu'il peut y avoir des écarts importants dans les queues de distribution qui vont nous conduire à des écarts importants dans les probabilités de défaillance. Ensuite, on est venu formuler de façon générale les fonctions d'état limite. Donc, ces fonctions d'état limite sont fonctions d'un ensemble de variables aléatoires qui vont entrer en jeu, soit dans la détermination de la résistance ou de la sollicitation de notre problème en jeu. Okay? G de x est notre fonction d'état limite qui va être définie telle que des valeurs négatives dans le domaine de défaillance, positives dans le domaine de survie. Donc, g de x égale à 0, c'est ce qui va être notre surface d'état limite. Ça va être la frontière entre le domaine de défaillance et de survie. Et je peux définir oméga comme étant mon domaine de défaillance, c'est-à-dire toutes les valeurs de x telles que g de x est plus petit ou égal à 0. Donc, ici, j'ai ma densité de probabilité conjointe pour f de x, j'ai ma surface d'état limite en magenta, mes f de x marginaux, j'ai mon domaine de défaillance oméga en rose ici. Donc, de façon générale, dans le contexte d'une fonction d'état limite, on va venir définir PF, ma probabilité de défaillance,
comme étant la probabilité que g de x soit plus petit ou égal à 0. Donc, ma fonction de ta limite est des valeurs qui sont négatives ou égales à 0. Donc, c'est équivalent de dire que ma probabilité de défaillance, ça va être l'intégrale sur mon domaine de défaillance de ma densité de probabilité conjointe pour x. Donc ça conclut ce que je voulais voir avec vous ici. C'est notre module, on est venu vraiment introduire les concepts fondamentaux liés à la formulation d'un problème de fiabilité. Donc les choses qui vont suivre ici, on va voir dans le module 3 comment est-ce qu'on peut venir formuler nos densités de probabilité conjointes pour une multitude de variables aléatoires, notamment comment est-ce qu'on peut gérer la dépendance dans ces PDF multivariés. Et une fois qu'on aura vu ça, on aura vu toute la théorie de base nécessaire de façon à venir estimer notre probabilité de défaillance dans un très grand nombre de dimensions. Donc, c'est là qu'on va attaquer les méthodes numériques et par la suite les méthodes analytiques de façon à calculer le résultat de cette intégrale-là en très grand nombre de dimensions.